Voilà, parfait. Bien, bonjour à tous et à toutes. D'abord, merci Xavier et merci aux organisateurs et organisatrices. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, moi, je suis immunologiste de formation et j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans l'industrie pharmaceutique, en fait. Et en gros, mon travail, c'était de développer des médicaments ou des vaccins d'ailleurs pour manipuler un petit peu le système immunitaire. Et dans la dernière partie de ma carrière industrielle, si j'ose dire, je dirigeais en fait l'aire thérapeutique immuno-inflammation chez Servier. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter ici. Et vous allez voir que je me suis intéressé, comme d'autres d'ailleurs, à la modélisation computationnelle, avec cette idée que c'est quand même ultra intéressant s'agissant de nous aider à développer des nouveaux médicaments innovants. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à l'IA dans l'industrie pharmaceutique? Parce que c'est très compliqué de développer un médicament. Il faut savoir qu'après la phase de découverte en laboratoire, en gros ça prend déjà 5 à 7 ans, hein, avec des coûts associés, mais ce n'est pas encore significatif. 93% des candidats médicaments qui rentrent en développement préclinique, mais après donc développement clinique, eh bien 93% de ces médicaments se cassent la figure. Manque d'efficacité ou des effets secondaires dont on ne veut pas. Okay, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne conçoit pas de façon optimale ces candidats médicaments, et d'où l'intérêt pour nous, bien sûr, de nous tourner vers l'IA. Donc vous connaissez les potentialités, intégration et analyse de données massives et multimodales, permettant ainsi de développer des modèles prédictifs qui vont guider les décisions des experts humains. Et nous, on a 3 décisions qui nous intéressent. C'est le choix de la cible thérapeutique, le choix du candidat médicament, et également la sélection de patients dont on pense qu'ils vont être à même de bénéficier de notre médicament. Trois grandes questions à éduquer, si j'ose dire, grâce à l'IA, mais je vais rajouter une 4e application de l'IA au développement de nouveaux médicaments. C'est la modélisation d'une maladie, de la maladie d'intérêt, et l'idée ici étant de comprendre et de représenter la complexité de cette maladie, en particulier l'hétérogénéité des patients. Et à partir de là, donc, on va avoir des informations, c'est la 2e application, qui vont nous permettre, grâce à l'IA, d'identifier des cibles thérapeutiques pertinentes. On va voir ce qu'on essaye de dire par pertinent. Également, donc, une 3e application, c'est une fois qu'on a une cible thérapeutique, c'est identifier des candidats médicaments. Donc, il y a beaucoup d'algorithmes prédictifs de propriétés de petites molécules de synthèse, et également d'anticorps monoclonaux thérapeutiques. Ça, c'est un peu moins développé, mais il y a quand même pas mal d'activités. Je ne vous parlerai pas trop de ce troisième volet. Par contre, je vous parlerai des 2 premiers, mais aussi du 4e, la prédiction in silico de la performance des candidats médicaments, et en particulier, on a un gros intérêt pour tout ce qui est patient virtuel. Donc, on va donc donner un petit peu plus de détails sur ces approches-là. Alors, concernant donc la modélisation des maladies, nous, à Servier, on s'est intéressé au lupus, et on s'est intéressé aussi à la maladie de Sjögren. Donc, par quel bout on prend ça? Classiquement, un industriel travaille dans le cadre d'un consortium en association avec d'autres industriels, mais également avec des partenaires académiques. Les consortia qui nous intéressent ici s'appellent PreciseAds et Necessity. Necessity étant coordonnée comme vous le savez, probablement par Xavier Mariette. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va faire du profilage moléculaire, multiomique, sur des grandes cohortes de patients. Et en fait, on se partage le travail. Voilà. Et on publie d'ailleurs assez ouvertement les données, donc c'est vraiment pour le bénéfice de tout le monde. Et le but, c'est vraiment de rassembler, pour une maladie donnée, les patients en sous-groupes homogènes, sur la base donc, de leurs perturbations biologiques. Alors, pour aller droit au but, nous, on a fait donc une stratification des patients avec la maladie de Sjögren. Également, donc, je vous en parlerai également de la partie lupus. En gros, donc, on a travaillé sur 300 patients, et nous, à Servier, ce qu'on aimait bien, c'est stratifier les patients sur la base de leur signature transcriptomique dans le sang, parce que c'est un test quantitatif qui permet d'évaluer l'expression des 23 000 gènes
qui correspondent à notre génome. Et donc, à partir de là, donc, on a classé les patients en 4 clusters. Je vous montre ici, bien sûr, une description schématique. Mais sachez que donc, encore une fois, sur la base de l'expression du transcriptome dans le sang, mais bien sûr, pour chacun de ces clusters, comme je vous montrerai, on a tout un tas d'informations au niveau épigénétique, au niveau immunitaire, etc., etc. Donc, 4 clusters Sjögren, 4 clusters de patients lupus. Ce n'est pas exactement les mêmes clusters, mais il y a quand même pas mal de similitudes. Et le point que je voudrais faire à partir de cette diapo, c'est que quelle cible nous paraît immédiatement intéressante? Eh bien, vous voyez ici que ça va être l'interféron de type 1, les interférons de type 1. Parce qu'il y a une majorité de patients, que ce soit Sjögren ou lupus, qui ont une dérégulation, une activation en l'occurrence de ce pathway qui, vous le savez, est pro-inflammatoire. Pour un industriel, c'est très intéressant, bien sûr, de concevoir un médicament qui va permettre de traiter des patients de plusieurs maladies. D'accord? Donc là, on a une cible. Ce qui également donc, ressort de cette classification, c'est que vous voyez qu'il y a une perturbation de l'immunité innée, donc en particulier le pathway interféron alpha, chez beaucoup de ces patients, mais aussi chez certains patients, en plus une activation des lymphocytes B avec des auto-anticorps. Chez d'autres, il y a aussi une implication des lymphocytes T, des polynucléaires, etc., etc. Donc ce qui ressort, c'est cette idée également de développer des thérapies combinatoires, un peu comme ça se fait en cancérologie. C'est-à-dire que selon les cas, selon les implications de telle ou telle composante du système immunitaire dans la maladie du patient, on va pouvoir donc idéalement proposer différentes combinaisons. Alors, interféron alpha, c'est une cible qui nous intéresse et je vais en reparler un petit peu plus tard, mais sachez qu'à partir de ces informations de profilage moléculaire, eh bien, on va pouvoir identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. D'accord? Comment on fait ça? Quand on fait notre profilage, qu'on commence à catégoriser les patients, en gros, il y a une information qui ressort, c'est il y a beaucoup de gènes qui sont perturbés à la hausse ou à la baisse chez ces patients-là. Classiquement, c'est plusieurs centaines. Et on peut, avec des logiciels type Ingenuity Pathway Analysis, les regrouper en pathway moléculaire. OK? Il faut savoir que cette information-là, ce niveau d'information n'est pas suffisant pour nous permettre de développer des candidats médicaments avec une confiance absolue sur la cible. Et donc, dans ce contexte-là, grâce à l'IA, on va un peu plus loin. À partir de ces centaines de gènes perturbés, je vais prendre l'exemple ici de la destruction des glandes salivaires par le système immunitaire chez les patients Sjögren. Il y a 300 gènes perturbés, encore une fois à la hausse ou à la baisse, par rapport à la normale. Et avec l'intelligence artificielle, on va poser cette question: comment l'expression de chacun de ces 300 gènes est-elle corrélée à l'expression des 299 autres gènes? Et on fait ça pour l'ensemble des gènes perturbés. Donc c'est beaucoup de puissance de calcul. Et grâce à l'IA, on a cette représentation que vous avez au centre de la diapo, qui en gros représente finalement les gènes perturbés sous la forme d'un interactome d'influence. D'accord? Et on a, je ne sais pas si j'ai un pointeur, je n'en ai pas, mais c'est pas grave, je vais m'en passer. Donc, vous voyez que vous avez des gros hubs, des master regulators. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, on a ici, donc vous voyez des grands régulateurs. Hein. Donc, on a un grand régulateur qui régule à la baisse tout un tas d'autres gènes. Hein. Ce sont les traits bleus. Et on a ici un autre régulateur, un grand hub, qui régule ces gènes plutôt à la hausse. C'est-à-dire qu'il va activer tout un tas de gènes. Donc ça nous intéresse beaucoup parce qu'on va faire l'hypothèse que ces gènes sont impliqués dans la causalité de la maladie. D'accord? Ils sont centraux dans la physiopathologie et comme vous pouvez l'imaginer, ça représente des cibles thérapeutiques tout à fait intéressantes. Et si vous regardez la figure de droite, vous voyez que ces grands perturbateurs, dans le réseau qui correspond chez des sujets, en l'occurrence c'est des patients Zika, hein, qui n'ont donc pas de maladie de Sjögren, eh bien on n'a pas du tout le même paysage. Et donc, on a par exemple le réseau activateur à gauche, eh bien, il est plutôt régulateur, il est plutôt sur le mode homéostatique, si j'ose dire, dans la partie droite.
On peut faire plein de choses à partir de ces réseaux, donc identification de cibles thérapeutiques. On peut les personnaliser avec des données de patients individuels. D'accord? Donc là, on est sur le thème de la représentation de la causalité de maladies de patients individuels. Et puis, on peut aussi s'amuser à faire de la perturbation computationnelle pour mimer l'effet de médicaments ou bien de combinaisons de médicaments. Je vais vous dire maintenant quelques mots de tout ce qui est modélisation in silico de l'efficacité de produits de santé. Donc, on est sur le thème du jumeau numérique. Un jumeau numérique, c'est une représentation computationnelle d'une réalité physique sous la forme d'un système de composantes et leurs interactions. D'accord? Pourquoi on aime bien définir les jumeaux numériques comme ça? Parce qu'il y a l'idée derrière d'apprendre à manipuler ce système et de prédire ce qui va se passer si on le manipule de telle ou telle sorte. C'est un concept qu'on emprunte à l'aéronautique en particulier. Et en santé, donc, vous savez que les jumeaux numériques les plus classiques, ce sont des représentations d'organes, par exemple le cœur humain vivant, donc essentiellement sur la base de données d'imagerie médicale. Et sachez que donc on peut modifier tel ou tel paramètre dans ces jumeaux numériques pour représenter un cœur sain ou bien un cœur qui est affecté par une arythmie ou une insuffisance cardiaque. D'accord? Eh bien, donc ça c'est très intéressant. Ça a été utilisé pour certifier des dispositifs médicaux aux États-Unis. Mais ce n'est pas idéalement adapté pour prédire l'efficacité de médicaments. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de données biologiques. Et le jumeau numérique qui nous intéresse, on l'appelle le patient virtuel, c'est un jumeau numérique dans lequel il y a beaucoup de données biologiques et cliniques, mais beaucoup de données biologiques. Pourquoi c'est important? Parce qu'un médicament, ça agit sur un processus biologique. Et dans ce contexte-là, ce que l'on fait, c'est qu'on crée ces patients virtuels à partir donc de toute une masse de données biologiques et cliniques qu'on va récupérer dans les dossiers médicaux, dans les données de la littérature historique ou bien dans le cadre de nos études cliniques. Et on était intéressé à créer des patients virtuels pour prédire l'efficacité d'un anticorps anti-interféron alpha, donc qui neutralise toute la famille des interférons alpha, dans le lupus cutané, donc dans les manifestations cutanées du lupus. Et pour ce faire, donc on a commencé par faire un modèle de la maladie un peu particulier. Donc c'est un modèle mécanistique et on appelle ça le Quantitative System Pharmacology, QSP en abréviation. Il y a des sociétés spécialisées qui font ça, donc qui vont éplucher tout, en lien bien sûr avec l'industriel, toutes les données de la littérature. Et en l'occurrence beaucoup centré sur toute la biologie des interférons, et également donc les symptômes cliniques d'intérêt, en l'occurrence là c'était le lupus, en particulier toutes les composantes de l'inflammation cutanée. Et par ailleurs, il y a une troisième strate de données qui sont les caractéristiques du candidat médicament. Donc son affinité pour la cible, pharmacocinétique, pharmacodynamie, etc. Beaucoup de paramètres qu'on va ensuite mettre en équation différentielle pour voir comment le candidat médicament, comment peut-on prédire qu'il va interagir avec tel ou tel paramètre biologique et comment tout ceci va avoir un effet sur l'inflammation cutanée. Première question quand on fait ça, est-ce qu'on est sûr de la pertinence du modèle? Alors ici, on a été un peu servi par la chance, enfin, en fait, en l'occurrence, on avait un peu anticipé la chose. Nos collègues d'AstraZeneca avaient publié une étude clinique de phase 2 rapportant l'efficacité de l'anifrolumab dans le lupus cutané. L'anifrolumab, c'est un anti-récepteur des interférons alpha. D'accord? Donc un mécanisme très proche du nôtre. Nous, on neutralise les ligands et là, cet anticorps agit sur le récepteur et prévient le binding des ligands. Et donc, la question qu'on a posée, est-ce que notre modèle va prédire l'effet de l'anifrolumab tel qu'il a été décrit par nos collègues d'AstraZeneca? Et donc là, le paramètre que vous avez ici, donc c'est le CLASI-1, c'est un index d'inflammation cutanée qui est utilisé dans le lupus. Et vous avez le scoring ici, et ce que vous voyez ici, c'est que vous avez, donc on a bien sûr modélisé, nous, c'est les courbes pleines, l'effet placebo ici, sur la base de données historiques, et puis donc ça c'est notre prédiction de l'efficacité de l'anifrolumab, et vous avez ici en pointillé les données réelles qui ont été obtenues pour le placebo
comme pour l'anticorps anifrolumab chez des vrais patients. Donc, on a envie de dire, quand on voit ça, on va pouvoir tirer des informations dans lesquelles on a une certaine confiance. Et donc après, c'est le panel du bas là au centre. Ce que ça nous dit ici, c'est qu'on voulait prédire l'efficacité de notre anticorps et donc prédire différentes doses. On peut aussi prédire ce qui va se passer quand on teste différentes voies d'administration. Et pour faire court, donc ce que l'on a vu, c'est qu'on avait eu un effet au moins aussi bon que l'anifrolumab. Je suis désolé, je suis obligé d'aller le montrer à la main. L'anifrolumab, 300 mg. Donc ça, il y a un laser juste là. Il est là. D'accord. OK. Et donc, pour peu que donc on utilise notre anticorps à une dose en intraveineux d'au moins 150 mg, une administration par mois, il était prédit qu'on ferait au moins aussi bien, si ce n'est mieux, que nos collègues d'AstraZeneca. La partie la plus intéressante, c'est peut-être la figure de droite, puisque vous voyez que... Et alors, finalement? Pardon? Et alors, dans la vraie vie? En fait, donc, cet anticorps, il a été arrêté pour des raisons CMC. Il formait des agrégats et Servier a décidé de laisser tomber. Voilà. Mais donc, la partie la plus intéressante, c'est ça. C'est-à-dire que là, on peut aussi, en changeant les paramètres du modèle, eh bien, donc, créer des situations où on prédit donc une efficacité particulièrement élevée. Et en fait, quand on fait ça, quand on change quelques paramètres, eh bien, on fait des patients virtuels. Et on s'est amusé donc à faire 20 000 patients virtuels, ce qu'on peut faire sans problème par ordinateur et même plus. Mais il y en a en particulier 1000 qui nous intéressent particulièrement. Pourquoi? Parce que ce sont des patients inspirés de paramètres de patients réels. D'accord? Et en fait, ce qu'on a fait, comme je vous ai dit, on a fait du profilage moléculaire de 300 patients lupiques. Et on a donc tout un tas de données biologiques et on voulait créer des patients virtuels qui couvraient les 4 clusters différents de patients lupiques. Je vous ai mis ici en bas un petit morceau de tableau. Le tableau complet fait une dizaine de pages, ce sont des statistiques descriptives. Tout ça pour vous montrer qu'on a des données extrêmement précises sur les patients à l'intérieur de chacun des panels, des clusters, et même de la diversité des patients à l'intérieur de chacun des clusters. Donc on avait des données très précises pour créer des patients, certes virtuels, mais réalistes. Je résume la situation ici, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Pour ceux que ça intéresse, l'article est sorti dans eScience et en Open Access, vous pouvez y accéder. Donc concrètement, 1000 patients qui étaient directement inspirés des patients réels lupus, et on a pu, en couplant ça avec du machine learning, prédire donc des patients qui étaient des répondeurs versus ceux qui étaient prédits comme non-répondeurs, et on a pu identifier donc des biomarqueurs qui sont en l'occurrence ici une combinaison de paramètres biologiques qui nous permet de distinguer ces patients. Donc vous avez compris qu'il s'agit là de modélisation computationnelle, donc bien sûr il faut confirmer ça par des approches empiriques, par des études cliniques en monde réel. Et en l'occurrence, l'intérêt pour un industriel, c'est que ça génère des hypothèses extrêmement précises sur les patients qu'on doit idéalement recruter, qui sont prédits comme répondeurs, et également les biomarqueurs pour aller les identifier. Donc vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. J'ai pratiquement terminé. Ce que l'on peut dire, c'est que, et je crois que cette audience, à mon avis, n'ira pas trop contester cette idée-là, c'est qu'il y a un intérêt majeur pour toute cette modélisation computationnelle, en particulier basée sur l'IA, en particulier pour représenter la maladie du patient individuel. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Après, aller faire des prédictions de la performance de différentes interventions avec des patients virtuels, c'est aussi tout à fait intéressant. Et puis, bien sûr, identifier des cibles thérapeutiques nouvelles. Ce que l'on va voir, c'est que dans notre domaine biomédical, on va aller de plus en plus vers une approche en réalité mixte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va associer modélisation ou prédiction computationnelle avec des approches empiriques, que ce soit précliniques ou cliniques, et plus on va avancer dans le temps, dans les décennies qui viennent, et plus on va s'appuyer sur du computationnel et de moins en moins donc sur la partie expérimentale. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la FDA
aujourd'hui, dans le développement des anticorps monoclonaux, vient d'annoncer qu'ils ne vont plus demander d'études chez l'animal. Et par contre, les industriels sont encouragés à faire de la modélisation par ordinateur. C'est le monde dans lequel on est et la direction vers laquelle on va. Bien sûr, importance de l'acceptabilité réglementaire. J'ai pratiquement terminé. Voici mon avant-dernière diapositive. Un petit peu donc plus sur le futur. Ce qui nous intéresse un petit peu dans notre communauté, c'est aussi de créer un jumeau numérique du système immunitaire humain. Et à cet égard, donc en particulier grâce aux efforts du professeur Anna Niarakis, qu'on connaît bien, donc il y a eu un groupe de travail qui a été assemblé, donc beaucoup de chercheurs académiques dans le computationnel, mais aussi dans le domaine biomédical, et puis également quelques industriels, qui a commencé donc à travailler sur cette problématique-là. Et on va organiser un workshop, je pense l'année prochaine, sur le plateau de Saclay, où on va faire une deuxième itération de cet effort pour en fait essayer de rassembler d'abord les modèles qui existent. Il y a beaucoup de modèles de maladies qui ont une composante immunitaire, des expertises à la fois en biomédecine, on va dire, et puis également en sciences computationnelles. Et vous voyez que l'objectif à terme, c'est de modéliser en particulier les processus d'inflammation, à la fois dans leur versant physiologique, par exemple après une vaccination, hein, donc on veut induire une inflammation qu'on veut envoyer dans une certaine direction, selon par exemple le pathogène infectieux, mais également bien sûr dans tout un tas de maladies, dont bien sûr les maladies auto-immunes ou les cancers, dans lesquels l'inflammation est dans son développement tout à fait inapproprié. Et je vais donc ensuite remercier donc tout un tas de personnes qui étaient impliquées dans ces travaux, et je vais m'arrêter là et répondre à vos éventuelles questions. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des questions? C'est une présentation très intéressante. S'il n'y en a pas, je vais peut-être commencer pour lancer la discussion. Je voulais savoir, en termes de données, quand vous faites de la simulation comme ça, à quel point rajouter les données omiques, ça ajoute quelque chose aux données d'épidémio et aux données biologiques, on va dire standards. Est-ce que vous vraiment vous est-ce que vous simplifiez vos clusters avec des données cliniques et biologiques, on va dire, de routine, ou est-ce que vraiment ajouter les omics, ça change quelque chose sur les capacités de production? Oui, clairement, il faut des données biologiques qui ne soient pas basées sur des hypothèses a priori. Donc, je pense qu'il faut clairement dépasser la biologie de routine, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que je mentionnais la transcriptomique, parce qu'encore une fois, ce sont des tests qui sont quantitatifs, ça c'est le premier point. Donc, on quantifie quand même l'expression des 23 000 gènes, alors dans le sang, dans des organes cibles. Donc, pour nous, on a appris qu'en fait, c'était pas mal de faire de la stratification par étapes. Donc, à partir des données transcriptomiques, on crée nos clusters et après, on va peupler en information biologique avec un petit peu toutes les technologies dont on peut disposer. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'épigénétique, parce que ça donne une image en miroir de la transcriptomique, donc ça permet de bien vérifier les données. Et puis, dans nos maladies, c'est tout ce qui est le deep immunophenotyping. Hein. C'est vraiment le profilage des réponses immunitaires. Ça, c'est super intéressant. Et après, ça devient très complexe d'interpréter les différents clusters, puisque même à l'intérieur des clusters, homogènes pour la partie transcriptomique, il y a plein de diversité. Et donc, quelque part, établir une classification taxonomique des maladies, qui est aujourd'hui quand même l'essence de la médecine de précision, hein, c'est pas si simple que ça. Merci beaucoup. Et puis, dans ces cartes finalement transcriptomiques des maladies, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de réinventer la roue? On a des cartes hyper compliquées avec des multiples nœuds, puis on arrive par exemple à l'interféron dans le lupus, ce qui est connu quand même par d'autres méthodes. Et est-ce qu'il y a aussi, j'ai un deuxième point, c'est comme application possible, le repositionnement de médicaments. Et là où on peut vraiment découvrir finalement des médicaments qui sont donnés pour totalement autre chose. Moi, j'ai un souvenir, par exemple, dans les maladies auto-immunes,
qu'il y avait des médicaments anesthésiques qu'on nous proposait d'utiliser parce que le profil transcriptomique de ces médicaments était l'inverse du profil transcriptomique de maladies, par exemple. Est-ce que c'est une application aussi qui semble possible? Bien sûr. Oui, alors moi je pense qu'on va aller quand même beaucoup plus loin que la roue réinventée, si j'ose dire, parce que certes on connaissait l'interféron alpha, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de patients pour lesquels leur problème, c'est plus qu'une activation des interférons alpha. Donc là, on est peut-être déjà en train de parler des traitements du futur de ces maladies auto-immunes, où à mon avis, on va mimer un peu ce qui se passe en cancérologie. On va aller vers des approches combinatoires. Et idéalement, ce qui serait super, c'est qu'on ait des approches modulaires, tu vois, des médicaments qui nous permettent de contrôler les B autoréactifs, les T, en l'occurrence quel type de T, l'immunité innée, et puis de pouvoir avoir une approche en Lego, un petit peu selon le typage moléculaire du patient au moment du diagnostic. Je pense que c'est vraiment ça vers quoi on va. Et puis le repositionnement, oui, bien sûr. Donc ça, c'est une des applications donc, qui a été pas mal exploitée, notamment au moment de la Covid. On avait d'ailleurs, nous aussi, fait une petite étude là-dessus. Après, je pense que personnellement, j'ai trouvé que les résultats étaient un petit peu décevants. Moi, il me semble que c'est plutôt dans l'identification de molécules médicamenteuses nouvelles que l'IA va être le plus utile. Mais on peut pas exclure qu'il y aura des repositionnements particulièrement intéressants. Donc, je pense en particulier à l'histoire du Viagra. Hein. Donc, au départ, c'était pour l'angine de poitrine. C'est sûr que quand Pfizer a trouvé une autre indication, si j'ose dire, ça a été un bénéfice pour tout le monde. Est-ce qu'il reste des questions? Ouais. Une petite dernière, ou deux. Oui, merci beaucoup, Guillaume Sanofi. Je voulais juste poser la question, dans quelle mesure vous prenez en compte l'évolution dynamique des patients? Parce que souvent les études ont un instant T, mais je pense qu'à l'heure actuelle, par rapport à des patients qui seraient souffrant de maladies auto-immunes, on a peu de données historiques. C'est dans le patient qui débute sa maladie qui va évoluer. Comment c'est inclus dans votre démarche et puis pour arriver à finalement ce canevas biologique complet? C'est vraiment une très bonne question. Alors oui, cette dimension-là, elle est incorporée dans la modélisation des maladies. En l'occurrence, une des questions qu'on s'était posées, est-ce que les patients peuvent changer de cluster à mesure que leur maladie évolue? Dans ces consortia, on suit les patients pendant 2, 3 ou même 4 ans. Donc on a quand même quelques informations. Alors on peut dire que c'est peut-être à l'échelle de l'histoire naturelle de la maladie un peu court, mais enfin c'est déjà pas mal. Et en fait, on a remarqué que c'était quand même relativement stable. J'allais dire leur phénotype transcriptomique, si j'ose dire, était assez stable dans le temps. On n'a pas vu beaucoup de changements. Après, il peut y avoir aussi une évolution en fonction du traitement. Il y a aussi ces aspects-là. Donc ça, par contre, pour le coup, on n'a pas ces informations-là. On n'a pas pu suivre ça. Mais aujourd'hui, dans toute la recherche sur comment modéliser une maladie, il y a cette idée de créer des modèles qu'on va pouvoir updater, si j'ose dire, assez régulièrement pour capturer la dynamique en fait de l'histoire naturelle. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour ce topo très, très informatif. Merci. On va appeler donc l'oratrice suivante. C'est le professeur Werdan qui travaille à Centrale Supélec, avec qui on a eu des interactions très fructueuses et qui va nous parler d'un élément qui est majeur pour la confiance du biologiste, d'un clinicien dans les données et les prédictions qui sont faites par l'intelligence artificielle, c'est l'explicabilité.